Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Je vous propose aujourd'hui la dernière vidéo de l'année 2024. Un top crypto des membres, j'en ai sélectionné une dizaine que vous m'avez proposé. Et on va tout de suite commencer par Bitcoin. Et on va pas tracer des pararanges, et on va pas aller chercher des patterns ou des biseaux d'élargissement ou des objectifs de prix, même si certains indicateurs techniques, sans pour autant les modifier d'un fil, nous donnent des informations formidable sur un objectif d'entrée sur Bitcoin et j'en parle maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. Elle est complètement gratuite. Téléchargez-la, imprégnez-la. Et pourquoi pas la lire tranquillement pendant les vacances de fête de fin d'année. C'est 18 pages. Et je vous partage ici tout ce que j'utilise depuis maintenant 7 ans et qui m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur le court moyen long terme, marché traditionnel, comme les marchés cryptoactifs, pour la simple raison qu'on utilise des extensions et des retracements Fibonacci. Allez, on y va sur Bitcoin. Cette asset si fascinante. Un Bitcoin qui aujourd'hui nous donne des sueurs froides malgré une faible amplitude de retracement ou de respiration de marché. C'est boule, c'est vrai, et ça devrait le rester. Maintenant, je vous ai posé une question. Il y a quelques heures en arrière, c'était ici sur Twitter. Depuis les 15 dernières années, Bitcoin n'a jamais clôturé un mois de décembre en négatif. Actuellement, et à l'heure où je vous parle, on est à moins 1,1% à l'heure où je vous parle par rapport au mois de novembre. À votre avis, est-ce que ce mois de décembre 2024, année d'halving, sera différent? Réponse oui pour 41% d'entre vous, donc vous pensez qu'on va clôturer une bougie rouge au mois de décembre, et 58,4% non, 150 votes. J'ose espérer que ça va continuer à augmenter, mais on peut partir du principe qu'on a 60-40 pour la majorité donc d'entre vous qui pensent que ce ne sera pas différent. On devrait donc ici clôturer en mensuel, très exactement, non pas une bougie rouge comme on observe actuellement, mais plutôt une bougie verte. On va passer en hebdomadaire. C'est là notre time frame de référence, et si vous l'utilisez comme la mienne, vous pouvez descendre jusqu'aux 4 heures si vous voulez avoir des premiers signaux de retournement, d'inversion, éventuellement de consolidation pour avoir des petits breakouts et reprises de flux haussiers ou continuation d'un flux baissier, évidemment, sur une théorie de dos pour aller chercher les objectifs plus bas. On va prendre tout simplement tous les indicateurs qu'on utilise, mais uniquement en weekly. Ça veut dire que à notre retour, pour un vendredi extraordinaire sur une masterclass que je vous préparais à 12h30, la veille de la rentrée ou le week-end de la rentrée. On commence avec Ishimoku Kinkoyo. Bon, pas se mentir, c'est boule, le nuage boule vert. La Shikun Tenkan orientée au nord. Ici, au niveau de notre Shiku, la même chose. Il n'y a rien de bear dans ce qu'on est en train d'observer. Je vous le dis en toute franchise. D'ailleurs, dans 2 semaines, on devrait être sous l'influence de la Shiku par rapport à l'action de prix, plutôt à la hausse. Donc, on devrait se réveiller, de revenir de nos congés bien mérités avec de magnifiques bougies vertes en hebdomadaire. Vous avez tout de même un objectif de prix. On n'est pas à l'abri d'une liquidation massive, d'un catalyseur externe, plus ou moins proche de la cryptosphère, pour nous envoyer sur 2 niveaux clés. Un, les 87 000 $ Tenkan. 2, ici les 78-79 000 $ au niveau de notre Kinjun. Ce sont des confluences qui ont été énumérées, notamment par les membres érudits, il y a quelques jours en arrière lors de la masterclass de vendredi dernier. Ça, c'était côté Ishimoku Kinkoyo. Si vous utilisez d'autres indicateurs comme par exemple les bandes de Bollinger, vous pouvez éventuellement essayer de vous positionner aux alentours des 75 000 $. Le retour sur une neutralité, un consensus par rapport aux bandes de Bollinger qui d'ores et déjà sont en train de s'éclater. Donc lorsqu'on regarde des bandes de Bollinger comme on est en train de les observer actuellement sur une bande basse qui est tendue à la hausse, je vous le dis en toute franchise, c'est pas bear, c'est extrêmement boule. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une liquidation massive pour aller chercher potentiellement des fair value gap ou des déséquilibres de marché. Allons les voir, ces déséquilibres de marché. Juste ici, 85 000 $, celui qu'on regarde 76, 77 000 $, vous en avez un tout petit ici 64 000 $, et vous en avez plus bas 45 000 $, et ce jusqu'au... Mais on n'ira très probablement pas les chercher, ceci ne sera très probablement pas comblé. Mais on les voit, donc des confluences supplémentaires. Certains utilisent les volumes profile, allons chercher potentiellement des trous dans le volume profile pour un atterrissage en violence et non pas aux douceurs du cours de Bitcoin.
jusqu'à un objectif cible aux alentours des 78-79 000 $ ici sur un true volume profile et retrouver un petit peu de volume aux alentours d'un comblage de fair value gap de la rupture haussière par rapport au retour de flux haussier ici aux alentours des 70 000-72 000 $. On en a parlé dans la vidéo d'hier. On en a d'autres, des indicateurs techniques qui finalement nous montrent la même chose, mais un que j'aime particulièrement. Bon, les whales, elles prennent des profits ou elles prennent pas de profits sur ce Bitcoin actuellement? Évidemment qu'elles prennent des profits. Les whales prennent tout le temps des profits. Je vous ai mis ici le ratio long de Bitfinex, plutôt un échangeur de whales ici. Quand vous voyez en fait que ça monte, bah, c'est du rechargement, donc on accumule des longs, on empile du long, et quand vous voyez que ça baisse, on prend des profits, on liquide tout simplement nos positions, mais dans le gain, tout simplement. Donc se poser la question, s'il y a des gens actuellement qui prennent des profits, notamment des whales, sur les contrats dérivatifs, c'est sous les yeux. La réponse est oui. Ni plus, ni moins. On a d'autres indicateurs. Un que j'aime particulièrement, c'est celui-ci, mais pour l'instant qui ne me donne pas pleine satisfaction. C'est tout simplement les taux directeurs à 2 ans sur le marché secondaire de la Banque centrale américaine. Et on voit quelque chose de flagrant, vraiment flagrant. Quand ça monte ici, quand ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et ben on voit en fait qu'il y a boulot. Ouais, mais derrière, gros bear market. Quand on voit ici que le taux à 2 ans dégringole, 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 dégringole pour arriver jusqu'au plat, c'est retour haussier. Waouh, incroyable. Et puis derrière, quand ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ouais, énorme bear market. Et actuellement, on est en train de faire quoi? On latéralise sur des niveaux relativement hauts vis-à-vis des taux directeurs à 2 ans. Donc si on commence à continuer sur des time frames en hebdomadaire, cette théorie de dos sur les taux directeurs à 2 ans, comme on est en train de le voir ici, bah, c'est peut-être plutôt bullish pour pouvoir une continuation haussière, tout simplement. Et d'observer actuellement Bitcoin sur ces niveaux de valorisation, c'est plutôt encourageant. Puisqu'en fait, on est très probablement qu'au début d'une impulsion haussière et pourquoi pas d'un super cycle. Maintenant, je vais utiliser un autre indicateur technique que vous connaissez bien, c'est le Pi Circle. Et pourquoi je l'apprécie particulièrement, ce Pi Circle? Parce que ça me donne tout simplement un nombre d'or sur sa division. Voilà. Vous prenez les deux moyennes mobiles, elles sont ici, vous les divisez, et ça fait aux alentours des 3,14 de nombre d'or, tout simplement. Et on le sait, au niveau du P-Circle, quand on vient à cross la moyenne mobile 1 par rapport à la moyenne mobile 2, donc 350 périodes, et ben vous avez le P-Circle qui s'allume, et à chaque fois, ou en tout cas de nombreuses fois, si on prend la fractale aussi court terme soit-elle de Bitcoin dans des grandes time frames, bon, c'était quasiment proche du top, si vous voulez. Ici, il y a eu un loupé, mais bon, prise de liquidité. Je vous le dis en toute franchise par rapport à cette bougie-là. C'était la prise du top à quelques pourcentages près, comprenez-le comme ça. Je vous le dis, on y est très éloigné de ce P-Circle. Donc, est-ce qu'on peut oser espérer dire aujourd'hui, dans une forme de pragmatisme, qu'on n'est qu'au début du bull run et que généralement ce sont les 3 prochains mois qui vont suivre qui seront les plus explosifs et unidirectionnels? Personnellement, je m'inscris dans cette logique, ni plus ni moins. On passe du côté du top crypto, je vous l'avais promis, on va bien sûr en parler ensemble, et on commencera par ATIR. ATIR qui a été un alpha deal, notamment sur la plateforme Swissborg. Vous avez d'ailleurs mes liens dans la description. Et actuellement, vous êtes en offre. Ça veut dire que si vous prenez un compte Swissborg, qui est complètement PSAN, avec toutes les autorisations, les enregistrements et la régulation en vigueur, notamment MiCA, c'est à peu près ce qu'on cherche aujourd'hui. Swissborg est un parfait candidat pour pouvoir s'exposer sur les marchés cryptoactifs et vous avez un bonus actuellement qui est doublé si vous passez par mon lien dans la description et j'encourage réellement à le faire puisque c'est un des échangeurs que j'apprécie tout particulièrement et qui vous a donné la possibilité d'investir en early avec une période de vesting très longue, soit dit en passant, sur ATIR qui semble plutôt bien se positionner actuellement dans un magnifique range. Capitalisation, ici 447 millions de dollars vis-à-vis de ATIR. Je vous rappelle très rapidement ce que c'est. Ça a été fondé par Mark Ridon et Daniel Young. On en avait déjà parlé, qui permet de travailler conjointement sur toute la technologie GPU, dont intelligence artificielle et gamification des usages. Clientèle, bah, grosso modo, c'est adopté davantage par les entreprises que par les particuliers, vous imaginez bien, et ils misent tout sur une puissance de calcul exponentielle. Ils ont pas mal de partenariats, on peut d'ailleurs en rappeler notamment Nvidia, que vous connaissez bien, et qui se concentre tout simplement sur le traitement et l'accumulation et le stockage des données conformes aux réglementations, notamment de data center, sur tous les pays dans lesquels ils résident actuellement. Pas de problème là-dessus. Maintenant, c'est un range, jusqu'à preuve du contraire. Vous avez des bonnes news qui arrivent vis-à-vis de ce token. Si vous voulez vous y intéresser, plongez dans les nombreux amas et les nombreuses interviews qu'il y a actuellement sur ce projet-là.
Je ne suis pas personnellement investisseur en early pour la simple et bonne raison que je refusais de me vester ou de me cliffer pendant une période supérieure à octobre-novembre 2025. Mais c'est très personnel encore une fois et je vous en avais parlé à ce moment-là. Si tu y es, puisque tu m'as demandé d'en parler, c'est un excellent projet qui propose des rendements et aujourd'hui semble être rentable par rapport à son protocole. Donc il faut vraiment fouiller de ce côté-là et peut-être que Ateir nous proposera un business model viable, notamment sur les crypto-monnaies qui sont directement liées au cloud computing, à l'informatique et notamment à l'intelligence artificielle, ou en tout cas au traitement et au machine learning de l'intelligence artificielle. S'il y a un candidat à mettre en avant, bah, c'est peut-être Ateir. En effet, je suis tout à fait d'accord avec ça. Vous voulez qu'on parle de casse? Casse pas. Bon, alors, est-ce que c'est le Bitcoin killer ou est-ce que c'est pas le Bitcoin killer? En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ceux qui ont commencé à miner du Caspa, et je salue Fabrice qui fait partie de la communauté des rois et notamment des membres académiciens, qu'il en a miné à ses tout débuts, avec des prix aujourd'hui qui s'envolent par rapport à la puissance de calcul qu'il faut pour miner du Caspa. Est-ce que c'est encore rentable pour des particuliers de le faire? Mettez-le moi dans les commentaires si vous êtes mineur de Caspa. Il semblerait que ça devienne de moins en moins accessible, hein. Ça reste pionnier en termes de volonté de vouloir résoudre ce fameux trilemme des blockchains. Et souvent, quand je posais la question, est-ce que Caspa pourrait, oui ou non, résoudre le trilemme des blockchains? En fait, c'est une chimère. C'est un leurre en réalité. C'est juste pour moi un produit marketing qui permet de dire oui ou non par rapport à ce type d'élucubration. Je pense qu'au fond, on n'arrivera jamais à résoudre tel philosophiquement le trilemme des blockchains que je répète ici, décentralisation, sécurité et scalabilité tout simplement. Maintenant, oui, il y a une très forte, intégration et ambition d'avoir un projet communautaire dit open source et là, c'est clairement tout à leur, bien-être pour la simple et bonne raison qu'ils gardent ici la nature même et la pensée philosophale de Satoshi Nakamoto dans sa genèse et je pense que c'est plus comme ça qu'il faut appréhender Caspa ou en tout cas regarder Caspa non pas d'un point de vue d'un Bitcoin killer, mais plutôt d'un point de vue du respect fondamental de la philosophie de Satoshi Nakamoto. C'est un avis très personnel, je vous laisserai faire vos propres recherches de ce côté-là. Ça fait très longtemps, et tu as raison, que nous n'en avons pas parlé, de Moon Yell. D'ailleurs, il me semble que c'est sur Base, je crois que tu me l'avais d'ailleurs mis dans les commentaires. Il me semble que c'est un projet effectivement qui se monte sur Base avec une TVL complètement folle vis-à-vis de ce Layer 2 qui a été conçu par Coinbase, aujourd'hui 200 millions de dollars de capitalisation. Est-ce que c'est bien de se positionner là-dessus? Bah, ma foi, vous avez toutes les confirmations. Est-ce que ce truc peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, beaucoup plus fort? Sachant que moi, toujours un petit problème par rapport à comment je me positionne sur des projets. Moi, ça m'embête quand les équipes sont anonymes. Moi, ça m'embête quand les porteurs de projets sont pas forcément cachés, mais qui a tant de mal d'aller les retrouver. Et en réalité, je vous invite à aller essayer de trouver les porteurs de projets de ce type de projet cryptographique. C'est quasiment mission impossible. Donc, je vous le dis franchement, ça m'embête un peu. Maintenant, ça reste du DeFi. Ça a le vent en poupe. C'est tout ce qui est, si vous voulez, en adéquation dans l'aspect protocolaire de AAV. Donc, je préfère AAV parce que je connais Stani. C'est plus rassurant pour moi. Mais maintenant, bah, c'est beaucoup moins capitalisé aujourd'hui Moonwell par rapport à une volonté protocolaire d'aller au-delà de ce que propose AAV. Et c'est toujours la même chose. Quand vous êtes challenger, l'objectif, c'est d'aller dégommer les leaders, tout simplement. Pas mal de partenariats et vous avez tout à fait raison. Maintenant, à choisir entre AAV et Moonwell, j'ai investi il y a déjà bien longtemps et j'ai renforcé des positions il y a maintenant plusieurs mois, peut-être années, sur AAV. Je vais le conserver. Mais de là à penser qu'il n'y a pas un petit arbitrage à faire, là, c'est plutôt la recherche fondamentale qui guidera votre, tout simplement, ambition. Tars, évidemment, Tars. Tars, je l'avais déjà rappelé la semaine dernière, je renforce une idée plutôt bullish actuellement sur ce projet-là. Et effectivement, il y a toujours des dramas, il y a toujours des volontés d'aller essayer de chercher, et il faut absolument le faire pour savoir quels sont le montant des tokens actuellement vestés par rapport à une communauté qui se sent pieds et poings liés vis-à-vis d'une période trop longue de vesting. Encore une fois, c'est toujours difficile. Il y a une DAO qui peut éventuellement essayer d'aider pour comprendre, mais vous imaginez la recherche qu'il faut faire pour essayer de surfer sur un projet, d'y rentrer corps et âme et d'avoir dans notre porte-monnaie peut-être 50 ou 70 cryptos. En réalité, c'est pas possible. Maintenant, d'avoir un contrôle ultra en fait centralisé par rapport à une concentration de tokens. Et vous avez raison, c'est vrai. Les porteurs de projets, en tout cas ceux qui gravitent de tes près, si vous voulez, le cercle fermé du projet TARS IA,
effectivement, détiennent une très grosse quantité de tokens. Et ils auront tout le loisir, en suivant scrupuleusement le livre blanc que vous retrouvez sur le website, bah, tout simplement de nous je vais être très, très clair avec vous, nous les envoyer, nous les vendre dans la tronche. Mais c'est le but du jeu. S'il y a un bull market, s'il y a un high season, ils vont pas garder leurs tokens parce que bah, il faut les garder pour montrer à la communauté que nous, on croit en notre projet. Bien sûr qu'ils croient en leur projet, mais pour croire en projet, pour pouvoir continuer à le faire développer, il faut payer les développeurs, quelles que soient les incitations qu'il y a autour de ces différents projets. Donc bien sûr qu'il faudra prendre des profits si le protocole le permet, si les périodes de vesting le permettent, si les périodes de cliff le permettent, notamment par rapport aux consignes, si vous voulez, du white paper. Je parlais des fondateurs, mais si vous voulez regarder, en fait, ils sont restés. Aujourd'hui, la mode, c'est 36-48 mois. Donc on n'en parlera pas avant très longtemps, soit dit en passant. Voilà, ça reste un projet extrêmement récent. Moi, je pense que en tant qu'agent autonome IA sur la blockchain Solana, qu'on le veuille ou non, a le vent en poupe, même s'il y a des dégradations au niveau de la TVL de Solana qui est assez franche aujourd'hui. Il faut regarder de ce côté-là. Pour moi, ça reste un projet qui, aujourd'hui, reste dans une idéologie d'interopérabilisation maximale pour connecter et intégrer tous les projets qui gravitent autour de Solana et bien au-delà de Solana. Et je pense que c'est une excellente solution et c'est une excellente chose. Maintenant, si vous voulez vous positionner, il fallait le faire un tout petit peu avant et bah, pensez à prendre des profits si vous avez réussi, a priori à faire vos 110. En tout cas, on l'avait déjà abordé il y a très, très longtemps de Tars. Il fallait le faire à ce moment-là. Donc c'est sur Bybit, sur MEX, sur pas mal d'échangeurs, Radium bien évidemment. Donc voilà par rapport à TAI, avec grand plaisir de continuer à en parler puisqu'il semblerait que la direction soit prise actuellement pour ce type de projet. Tu voulais qu'on parle également de HNT. Ouais, également construit hein, sur la blockchain. Ici, Solana. HNT, je le rappelle de façon extrêmement succincte, hein, c'est l'idée de créer des hotspots informatiques, de IoT, si vous voulez. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir un maximum de collaboration, c'est de pouvoir créer une idée de financement autour de tout ce qui est DeFi, tout ce qui est layer. Enfin, finalement, la création d'une super blockchain, si vous voulez, qui est directement nativement créée sur la blockchain Solana pour pouvoir monter en scalabilité de façon démesurée et de donner une contrepartie, une récompense beaucoup plus active à l'ensemble des développeurs et aux utilisateurs, ou en tout cas à ceux qui gravitent autour de ce projet. Bon, maintenant, vous connaissez l'histoire. C'est un projet qui a été très fortement capitalisé très rapidement, qui s'est fortement déplacé tout au long du cycle de 2021. Ce truc-là n'a donc jamais, je dis bien jamais connu de tendance. S'il n'y a pas connu de tendance, vous pouvez éventuellement essayer d'aller la chercher, notamment via l'adoption. Si aujourd'hui on parle peu d'HNT, bah, peut-être qu'on n'a pas trop envie d'en parler. En tout cas, la communauté, les différentes communautés n'ont pas forcément envie d'en parler parce qu'il se passe peut-être pas grand-chose sur ce dossier-là. Et c'est là-dessus en fait qu'il va falloir positionner notre recherche fondamentale parce que ce type de projet-là, comme beaucoup d'ailleurs, hein, on pourrait parler de Paul, de Polygonmatic, on pourrait parler de Mantra, on pourrait parler d'ailleurs de Manta, on pourrait parler, quels que soient encore une fois les dramas qui tournent autour de ces différents projets de Layer 2, qui sont peut-être et qui semblent peut-être dépassés. Et j'avais eu une idée, moi, personnelle par rapport à cette scalabilité pour monter en puissance ces différents projets de Layer 2 en Layer 3, pour essayer d'intégrer non pas une scalabilité à travers les blockchains d'infrastructure, mais davantage des applicatifs qui sont directement destinés aux utilisateurs. Nous, tout simplement. La question à se poser, c'est est-ce que Helium s'inscrit dans cette logique? Si la réponse est oui, je pense que c'est la bonne direction. Faites vos recherches de ce côté-là. Maintenant, au niveau graphiquement, bon, bah, c'est chouette quand même, hein. Ça a fait ses arrachements haussiers, c'est plus baissier. Dans une théorie de dos, il manque pas grand-chose pour aller chercher un tout petit peu plus de volatilité. Ouais, en parlant d'IoT, vous avez également PIC. Ça fait longtemps que tu voulais qu'on en parle et je le loupais. Je sais plus quand est-ce que j'en avais parlé de PIC, mais je crois que ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Bon, ça reste un projet quand même qui a été avec un TGE assez récent, hein, novembre, ici de cette année. Est-ce que oui ou non, c'est un projet qu'il faut absolument avoir dans les yeux? Bon, choisissez encore une fois votre narratif. L'idée, c'est toujours la même, hein, c'est de proposer une forme d'épine ou RWA, donc plus, bon, on pourrait mettre à peu près les deux, mais je vais le prendre plutôt du côté des RWA ici, qui permet tout simplement d'apporter des solutions concrètes dans tout ce qui est supply chain, notamment logistique ou encore automobile. Il y a clairement aujourd'hui une envie, une incitation
à vouloir transformer non pas l'information, mais plutôt la productivité et de tokeniser la production et Peak s'inscrit pleinement dans cette logique. Et il semblerait qu'ils ont une communauté de défenseurs. Ils sont bien listés, 300 millions de capitalisation. Je pense que si vous travaillez déjà aujourd'hui vous-même dans la production et dans la productivité, dans les grandes entreprises, ça peut être automobile, ça peut être pourquoi pas dans le secteur financier, même si on se dirigerait plutôt dans la DeFi. Si vous travaillez aussi dans tout ce qui est écologie, dans gestion des eaux, gestion de l'électricité, si vous travaillez dans la grande distribution, honnêtement, vous avez un point d'appui supplémentaire à essayer de comprendre ces nouvelles technologies de rupture pour savoir si oui ou non ce projet ou ces projets-là, après à vous de les arbitrer et à pourquoi pas pondérer votre portefeuille vers la tokenisation et le dépine de ce type de projet type PIC. Honnêtement, je pense que ça peut être intéressant d'aller chercher de ce côté-là. Maintenant, si vous n'êtes pas du tout dans ces secteurs-là, vous n'aurez pas cet avantage psychologique et émotionnel de pouvoir investir là-dedans. Allez fine. Bon, moi je vous le dis franchement, c'est un projet que j'avais, travaillé, toute petite capitalisation. J'en ai acheté d'ailleurs sur, pour information, il y a longtemps, hein, maintenant sur, est-ce que Aleph je l'ai? Alephim, je l'écris mal? Voilà, Alephim sur Coinbase. Et je vous avais dit, mais c'est quand même assez incroyable d'avoir un token qui est aujourd'hui, entre guillemets «valorisé», je vais dire une bêtise, que dalle, hein, je sais même pas ce que c'était en termes de valorisation. Donc j'en ai acheté ici, vous vous rappelez, je vous en avais parlé il y a très, très longtemps. C'était à quelques millions de dollars. Bon, aujourd'hui 33, mais il est monté quand même beaucoup plus haut, bien sûr. J'ai pris des profits et j'ai pris des beaux profits parce qu'il y a eu un joli coefficient multiplicateur. Je crois qu'on a quasiment fait x7 ou x8 là-dessus, donc bravo à ceux qui l'ont pris. On attendait juste les petits, arrachements haussiers. Mais comme tout le marché fin d'année 2023, début d'année 2024, était très excité, et ben, franchement, on l'a plutôt bien joué celui-là. Maintenant, les profits sont pris. Il faut attendre si oui ou non ça continue à intégrer notamment des partenariats vis-à-vis d'Alefim, d'interconnectivité, sans pour autant passer par des bridges qui peuvent être éventuellement hackés. Il travaille avec Solana, il travaille avec Polkadot, il travaille avec Ethereum. Honnêtement, je trouve ça plutôt sympa d'aller chercher de ce côté-là pour encore une fois accumuler et embriquer des projets qui vont directement travailler sur de l'applicatif et non pas de l'infrastructure ici. Donc, Alephin, pour moi, j'avais trouvé ça assez sympa. J'avais fait une recherche fondamentale assez poussée. Vous pouvez peut-être retrouver d'ailleurs sur Top Crypto ici, je vous le mets juste là, des projets qu'on avait travaillé notamment comme Alephin. Hop, je vais essayer de voir si ça fonctionne ou pas. On va le regarder parce que c'est un super outil. Oh mince. Ah bah oui, bah mon VPN il marche plus. C'est un peu pénible cette histoire. Ah si, ça, ça a remarché. Ah les films, j'ai trouvé la solution, mais je l'ai pas mis en place avant de tourner la vidéo. Voilà, retrouvez des. Quand on a parlé de Aleph Film, vous voyez, Aleph, on en avait parlé en juillet 2022, 10 mai 2022. Bon, grosso modo, septembre 2022. Je vous en avais pas mal parlé quand c'était vraiment sur les bottoms de marché. Donc ici, on peut le retrouver 2022, septembre 2022, etc. Voilà, novembre 2022. Je me dis, s'il y a peut-être un truc à faire là-dedans. Bon, bah, bravo à ceux qui ont réussi à tenir et j'espère que vous avez réussi au moins à sortir à break-even par rapport à cette et d'ailleurs, ce truc-là, on a potentiellement jamais compris par rapport à cette latéralisation complètement folle. Puis derrière, il a retrouvé un petit peu de liquidité sur différentes exchanges et bravo en tout cas à ceux qui y étaient. C'est toujours un projet qui a de j'espère, hein, de jolies semaines, peut-être jolis mois devant elle. Mais il faudra bien sûr faire des comptes d'ici moins d'un an pour savoir si oui ou non ce truc-là a un potentiel d'adoption. Je continue avec OGY. Alors ça, Origine, je vous le lis en toute franchise, je ne connaissais pas trop. Je pense qu'on en avait d'ailleurs déjà parlé. Oui, c'est une toute petite capitalisation, ça. Ah oui, d'accord, ok. Donc 2022. Est-ce que c'est réellement haussier? Est-ce que c'est réellement baissier? Il faudrait peut-être avoir beaucoup plus historique. Maintenant, je ne connais pas vraiment personnellement ce truc-là, même s'il y a quand même pas mal de capital risques qui sont à l'intérieur de ce projet-là. Est-ce qu'ils ont capitulé? Est-ce qu'ils sont toujours vestés? Est-ce qu'il va y avoir potentiellement des exit pumps? C'est complètement possible en réalité. L'idée de ce projet, c'est, si je l'ai bien compris, c'est de communiquer, de travailler notamment avec les différents oracles. C'est un petit peu l'idée de Origin, un petit peu dans la même lignée que Link, si vous voulez, et toujours l'idée de travailler notamment avec, des leaders et des grands noms de la logistique, encore une fois, on est ici, hein, dans le RWA, dans les Real World Assets. Malheureusement, je ne peux pas me positionner sur ce type de projet que je connais malheureusement trop mal. C'est listé sur des échangeurs. Même si Mexi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste un échangeur qui a du volume à l'intérieur, qu'il soit vrai ou qu'il soit faux. À la fin, je pense qu'il y a quand même pas mal de petites choses qui peuvent être dites par rapport à Mexi. Mais il y a voilà, très très peu de volume, très faible capitalisation.
une communauté très probablement restreinte par rapport à ce projet-là, soit honnêtement, l'objectif, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. Et si tu as senti ce projet-là, telles tes recherches fondamentales que je n'ai pas personnellement faites vis-à-vis de ce projet, moi, je m'y positionnerai pas, mais ça pourrait presque m'intéresser si jamais il y avait un relan de volatilité avec des listings, notamment sur Binance ou sur des gros projets comme ça. Il faut le suivre, hein, il faut avoir dans les fils Twitter ce type d'information. Si ça venait à s'échouer au-dessus des 25 centimes de dollar, des 0,025 centimes de dollar, c'est à ce moment-là finalement que ça m'intéresserait davantage avec des belles structures en mensuel, voire en trimestriel. Donc en fait, ici tu le comprends, moi je me mettrais à dos un potentiel x5 ici. Et je me dis que bon, est-ce que mettre du cash pour mettre du cash sur ce type de projet? Le problème de ce type de projet ici, c'est le nombre de proxys qu'il y a et qui finalement vont mourir comme 99 potentiellement 7 des projets qui lui ressemblent. Je ne dis pas que celui-ci va mourir, je dis juste que si tu as fait suffisamment de recherches fondamentales et qu'aujourd'hui tu penses réellement que ce truc a de l'avenir et qui peut valoir potentiellement, hein, travailler avec les oracles par rapport au RWA vis-à-vis des projets connexes, concurrents, si tu veux, ça pourrait peut-être faire un x10, prends des profits. Même si derrière, le potentiel est peut-être de x100 ou de x200. Mais il faudra prendre et savoir prendre des profits, évidemment. On continue avec une crypto qu'on a plus l'habitude d'aborder, qui s'appelle Maple, MPL. Oui, également, je me suis positionné sur ces petites cryptos pépite exotique qui nous propose un arrachement haussier. Donc je me suis pas positionné là-dedans. J'ai attendu, comme je vous le dis précédemment par rapport à Origine, des petits arrachements haussiers, de la latéralisation. On est toujours dans une forme de discount ici par rapport à une neutralité de range. C'est un projet relativement récent qui est arrivé pas forcément au meilleur moment, en tout cas au niveau du listing. Et ouais, bien sûr qu'il faut, je pense, continuer à regarder ça. Ça reste des grands noms derrière. On connaît ici les fondateurs. Sidney Powell, que vous connaissez, encore une fois. Et l'idée, c'est de transformer tout simplement des prêts et notamment de tokeniser des prêts, institutionnels. Bon, alors oui, comme beaucoup de projets de l'époque qui ont été notamment backés par Alameda Research, mais aujourd'hui, l'argent, ils l'ont et ils devront l'argent aux régulateurs ou aux institutions financières, notamment la SEC, hein, qui gère actuellement le dossier FTX. Mais si vous vous posez une question par rapport à Maple, bah, grosso modo, c'est clairement d'aller chercher de la DeFi pour les institutionnels. Et je pense franchement, notamment via les intégrations qu'ils peuvent avoir avec AAV, pardon, ou encore avec Chainlink, ouais, je pense qu'il y a de l'avenir et actuellement, bah, potentiellement sous-évalué par rapport au potentiel que ça a. Mais il va falloir que ça bosse, tout simplement. Donc, on peut avoir confiance aux têtes des porteurs de projets, puisque vous avez quand même pas mal d'amas, pas mal de vidéos, pas mal d'interviews vis-à-vis de ce dossier-là. Et bon, c'est pas que j'ai pas confiance, mais ça ne m'inspire pas confiance, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que je parle de Basic Attention Token? Bon, allez, on n'en parle pas, mais grosso modo, ma crypto de cœur, je vous en parle suffisamment, pas de souci avec ça. Je vais juste vous parler de 2 crypto-monnaies qui m'a pas été demandé, mais comme je suis passé sur le fil, notamment de Discord dans Alt Crypto-monnaie Analyse, je suis tombé donc là-dessus, sur quelque chose que vous m'avez proposé vis-à-vis des maps de liquidité. Et en fait, quand vous regardez les maps de liquidité, vous voyez déjà qu'on a retrouvé sur des grandes, longévités, plutôt ici, une forme de consensus. Voilà, je pense qu'on peut, éventuellement le prendre comme ça. Effectivement, début décembre, bah, on était un tout petit peu plus chaud ici par rapport à même du rouge, voire du orange assez foncé, qui nous dit ici que, si vous voulez, en termes de longues, donc les longues ici paye 100%, plus 100% de frais de financement aux vendeurs à découvert. Et quand vous êtes en fait dans le bleu, dans le foncé, ici, dans le violet foncé, bah, en réalité, bah, les vendeurs à découvert payent 100% de plus en frais de financement, qui permet d'ailleurs de payer directement les frais de financement des longues. Donc on vous paye pour longues ici. Donc là, on est retrouvé dans une neutralité. On en a d'ailleurs parlé dans la vidéo de il y a 2 jours, là, me semble-t-il, de lundi. Oui, c'était ça, hein. C'était bel et bien, hein, ou d'hier. On en a parlé par rapport à des footings négatifs. Peut-être lors de l'académie, on en a parlé. Mes excuses par rapport à ça, oui, dans l'académie de dimanche, on en avait parlé. Donc partez du principe que, bah, on retrouve une neutralité ici. Mais il y a 2 cryptos qui m'ont intéressé, qui m'ont parlé. C'est ENA et Ondo. ENA avec un taux de financement qui revient à la neutralité, mais qui était très négatif. Et ici, un taux de financement qui était encore une fois très négatif. C'est-à-dire que c'est les vendeurs à découvert qui vont payer ici les longues. Bon, bah, si on regarde ENA, c'est quoi la tronche du graphique de ENA? Je sais qu'il y en a d'ailleurs qui en ont.
Vous m'aviez déjà demandé d'en parler et c'était avec grand plaisir. J'ai une belle capitalisation et en fait, est-ce qu'il y a une news fondamentale ou est-ce qu'il y a des informations fondamentales, peut-être du côté de la DOA par rapport à la gouvernance, par rapport à une forme de centralisation du projet, peut-être un désintérêt du projet, qui pousse en fait les vendeurs à découvert dans leur retranchement et qui permet d'alimenter une hausse? Maintenant, cette hausse-là, il faut juste la regarder de façon, cohérente. C'est juste depuis en fait, décembre, au début du mois de décembre, donc ça fait un mois. Là, je vous vois au niveau de la hausse, c'est plutôt depuis le mois de septembre, donc ici sur un quarter, voire plus d'un quarter. Donc est-ce que la liquidité permet d'intensifier un décalage de prix? La réponse est oui. Permet d'atténuer un retracement plus profond? Et oui, la réponse est oui également. Et on le voit très bien, c'est que comme la plupart de nos cryptoactifs se sont dégommés peut-être de 30%, 35, peut-être 40% pour certaines, et d'ailleurs on l'avait fait pendant le live avec un portefeuille qui a rendu près de 44% de nos gains, et parfois même plus, bah, on part du principe qu'effectivement la liquidité joue un rouge. Mais cette liquidité ne joue pas tout le rôle. Donc nos indicateurs techniques connexes qu'on va utiliser, comme les maps de liquidité, comme l'order flow, comme les options qui plutôt ici, comme une boussole si vous voulez vis-à-vis de Bitcoin, ne suffisent clairement pas à identifier et à intensifier une décision rationnelle. Mais ça reste cohérent de dire que, bah, effectivement, je préfère me positionner, bah, quand c'est plutôt, neutre, voire un petit peu dans le bleu, plutôt que de me positionner quand c'est rouge-rouge et que tout le monde voit exactement la même chose pour dire to the moon avec des leviers démesurés, parfois des fois 5, peut-être des fois 8, voire des fois 10 sur des cryptos exotiques capitalisés moins de 1 milliard de dollars de capitalisation. Faites très attention par rapport à ça. Donc ENA, oui, ça reste pas mal, même si encore une fois et je vous l'avais déjà dit, ENA, on ne connaît pas les fondateurs. Moi, ça me gonfle un peu quand il y a les fondateurs qui sont anonymes. Qu'est-ce qu'ils ont finalement à cacher? C'est ça qui est intéressant. Voilà, je me dis que si vous portez un projet haut et fort, il faut absolument, peut-être cette idée de se cacher tel, Satoshi Nakamoto, même si à l'époque, hein, les gens connaissaient son identité, soit dit en passant, mais ils ne l'ont jamais divulgué. Hondo, eh ben là, on connaît bien le projet et là, on connaît bien le fondateur, effectivement. Vous avez quand même beaucoup d'interviews, encore une fois, de Nathan Hallman, avec notamment son expérience coquin chez Goldman Sachs. Donc, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Oui, rassurez-vous, pour gérer la finance, on peut lui faire confiance. Tous les mécanismes, notamment, on les connaît, il n'y a pas de souci avec ça. C'est d'ailleurs un projet qui a été backé, comme beaucoup de projets de mecs qui viennent de JP Morgan ou de Goldman Sachs, qui sont backés par Coinbase Venture. Je vous laisserai tirer vos propres conclusions par rapport à ça. Mais effectivement, l'avantage qu'a Hondo, et encore une fois, peut-être que vous allez tordre le cou aux idées reçues de cette philosophie du tout décentralisé pour donner enfin le pouvoir au peuple. Bon, je vous le dis, ça bosse avec BlackRock, ça bosse avec Goldman Sachs, mais encore une fois, bah, ça se voit dans le cours. Voilà, donc est-ce que oui ou non? C'est un petit peu comme WLD, on en avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Encore, oui ou non, bon espoir philosophique par rapport à cette idée, de liberté du peuple. On sait très bien qu'il y en a très peu des cryptos qui vont devenir nativement, des cryptos du peuple, sans pour autant parler de réserve de valeur ou de monnaie du peuple. Le seul aujourd'hui qui peut réellement y arriver, c'est Bitcoin et on commence à s'en faire racheter, donc évitez de vendre vos bitcoins pas suffisamment cher. Si votre idée, c'est que Bitcoin doit aller à 1 million de dollars, ma foi, gardez-le jusqu'à ce qu'il arrive à 1 million de dollars. Je pense que finalement, c'est peut-être la meilleure rationalisation qu'on pourrait avoir d'un play, quel que soit le temps qu'on s'est donné pour pouvoir atteindre ce 1 million de dollars. D'ailleurs, dernière étude qui est passée, on finira là-dessus. Je trouve ça toujours intéressant d'en parler. Mais si certaines études ont montré, enfin des études en produit en croix hein, sur un bout de papier, ont montré que si les Américains souhaitaient collatéraliser et rembourser la dette américaine via Bitcoin, alors Bitcoin atteindrait, écoutez-moi bien, 13 millions de dollars par Bitcoin. Donc vous voyez que quand on arrivera au fameux million de dollars pour Bitcoin, il y aura peut-être encore un x10 derrière pour aller le chercher dans peut-être les 10 ou les 20 prochaines années. Et voilà, ici, peut-être la meilleure conclusion qu'on peut avoir vis-à-vis de nos cryptos qu'on regarde avec la plus grande attention. Mais actuellement, on avait eu des premiers breakouts, notamment vis-à-vis de la dominance de Bitcoin. Actuellement, bah, on ne la retrouve plus, mais nous n'avons pas donc les invalidations dites temporelles. D'accord? On avait un premier signal. Pour moi, je dirais que les structures sont faites. Il n'y a aucune raison que la dominance repasse au-dessus des 61,9 ou 61,6. Je joue, moi, plutôt ici le All Season et on pourra se retrouver, je pense qu'on aura le temps de le retrouver, mais je pense qu'on aura de très bonnes surprises d'ici peut-être une quinzaine de jours, 10, 15 jours, pour revoir du vert
et du joli vert sur nos crypto-actifs préférés. C'est personnellement ce que je joue. Donc, je suis plutôt là à me concentrer pour renforcer des positions, voire trouver des petites crypto-pépites qui me font de l'œil, hein, notamment dans celles qui m'ont été proposées aujourd'hui dans l'analyse, même si ça reste quand même relativement proche de ce que j'ai déjà en portefeuille. Donc, les multiplier pour partager un narratif similaire, pour moi, ça n'a aucun sens. Mon objectif est plutôt de limiter mon nombre d'expositions par rapport à une crypto-donnée visée. Voilà, 25, peut-être 30 crypto-monnaies avec une allocation, allez, aux alentours des 3-4% par crypto-monnaie. Ça me suffit personnellement largement. Et actuellement, j'en ai encore un petit peu plus, mais j'ose espérer que d'ici la fin janvier, j'ai suffisamment arbitré pour me trouver avec moins de 30 crypto-monnaies. Mais ça, je vous l'avais promis, je vous en parlerai. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes vacances de fin d'année. Et pour celles et ceux qui sont restés avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, plus de 30 minutes de vidéo, on ne pouvait pas se quitter sans un giveaway, franchement. On se le fait ce giveaway? Bon, vous avez donc ici jusqu'à demain soir, minuit. Je dis bien le 25 décembre, minuit, pour me donner la clôture annuelle de Bitcoin. Je dis bien la clôture annuelle de Bitcoin. Ici, on prendra, je sais pas, on avait eu l'habitude de prendre BitGet. Pourquoi pas prendre BitGet par rapport à la clôture? Alors, je ne sais pas si je peux le retrouver. Si, je crois que c'est ici, BitGet. Ouais, Bitcoin plus BitGet. Actuellement, très exactement, 96 271 dollars, avec une petite augmentation de 1,45%. Si vous me donnez dans les commentaires la clôture de Bitcoin au dollar près, donc 96 260 ou 96 261, faites ce que vous voulez. Vous avez jusqu'à demain soir minuit pour voter, 25 décembre, jour de Noël. Voici votre cadeau. Le plus proche remporte, oui, remporte une Ledger Flex. Alors, je ne sais pas si à ce moment-là, il y aura la possibilité d'avoir les 70 dollars, mais je le demanderai aux partenaires parce que je suis partenaire de Ledger. Vous avez mon lien dans la description et vous avez encore des offres de Noël actuellement pour votre Ledger. Donc, si vous ne vous êtes pas encore fait de cadeau de Noël, vous avez de la Flex, vous avez de la S, vous avez de la X. Et si jamais vous êtes le plus proche et que vous avez acheté votre crypto-monnaie, votre Ledger, notamment Ledger Flex, je vous le rembourse. Et si vous achetez d'ores et déjà une Nano S ou une X aujourd'hui ou demain, et que vous êtes le plus proche, je vous envoie une Flex et je vous rembourse votre Nano que vous aurez acheté. Nano S, Nano X ou Nano Flex sera tout simplement remboursé. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'était le cadeau de fin, mon cadeau de Noël. Et que le meilleur gagne.